Bonjour à tous, ravi de vous retrouver là pour la plupart, puisque on se connaît déjà. C'est souvent comme ça d'ailleurs, hein. On retrouve des gens qu'on connaît bien dans les webinaires. Donc, pourquoi faire ça, convergence sur ce thème, l'intelligence artificielle? C'est évident que c'est devenu une technologie incontournable, hein, et clairement, il y a une accélération. La question qu'on voulait se poser, évidemment, c'est sur ce sujet-là, où en est l'Afrique? Est-ce que l'IA, ça va booster la croissance africaine euh, qui se profile là devant nous, qui est réelle? Est-ce que, est-ce qu'on peut attendre un impact? Quel type d'impact? Quels secteurs sont impactés? Et bon, comment on peut répondre à ces questions, évidemment, en interrogeant un certain nombre d'experts, en tout cas en leur demandant d'intervenir et de livrer un petit peu leur réflexion et leur expérience. Donc voilà un peu pourquoi on a souhaité répondre à ça. Difficile de pas traiter ce sujet-là et de pas avoir une position, en tout cas, quand on fait ce que nous faisons. Alors, je vais peut-être rappeler en un mot ce que nous sommes, hein, pour ceux que j'ai pas vus, que nous n'avons pas vus depuis un moment. Convergence internationale, on a créé Convergence en 2016 pour accompagner les entreprises, les organisations intermédiaires, les agences gouvernementales sur l'axe Europe-Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? On intervient sur, je dirais, sur trois axes en fait. Un, faire fructifier les relations, donc consolider son réseau d'affaires, son réseau relationnel. Deux, faciliter l'accès au marché, aux opportunités, aux décideurs, à l'information aussi, et puis accélérer les projets, les opportunités. C'est ça que Convergence s'est donné pour mission de faire. Je dirais qu'on le réussit en faisant plusieurs choses, notamment sur la, sur la communication et sur l'événementiel, qui est un moyen pour nous de valoriser à la fois nos expertises réciproques et celles de nos partenaires. Ce que je voudrais peut-être, alors, vous proposer, on a 1 heure et quart en fait devant nous. Je vais vous présenter, si vous voulez bien, le programme que nous avons prévu. Je partage ça. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Je vous renverrai à ce document. Vous verrez aussi tout ce que j'ai pu dire là sur Convergence et notamment nos offres de services. J'essaierai de partager avant la fin de la session le lien vers le réseau d'affaires Convergence, notamment le groupe WhatsApp que l'on a créé récemment, accès gratuit. Et bon, ça permet de se connaître et puis de démarrer, je dirais, une logique constructive entre tous les membres du réseau d'affaires Convergence. Je vous parlais d'experts que j'ai mobilisés pour cette session. Je vous présenterai au moment où ils prendront la parole Stéphane Mortier et puis Georges Fischer. Moi, de mon côté, je ferai une petite introduction pour planter le décor, je dirais, sur l'intelligence artificielle en Afrique. Bon, j'ai quelques idées, enfin quelques constats et faits majeurs que j'ai pu identifier, je vous les livrerai. Et ensuite, on essaiera de répondre donc à deux questions avec Stéphane Mortier et Georges Fischer. Première question, comment l'IA générative est-elle utilisée dans les pratiques d'intelligence stratégique? Et puis, deuxième question, comment la mettre en œuvre
pour comprendre un marché, identifier des partenaires stratégiques, vendre des produits. Donc là, on est dans un cas d'usage, dans des cas d'usage en fait qui sont spécifiques liés au service. Euh, alors, vraiment très, je voudrais démarrer par planter un peu le décor et peut-être en rappelant quelques faits ou deux faits en fait majeurs sur l'intelligence artificielle en Afrique, euh, en regardant notamment trois indicateurs. Alors il y a un indicateur Jean-Pierre, qui est Jean-Pierre, le... Oui, on voit en fait on voit pas le document là, on a juste la liste des documents là. bon, vous voyez pas mon document? Non. Je me suis permis de te couper là, Jean-Pierre, désolé, hein. Tu as eu raison, tu as eu raison. On voit que le menu, oui. Oui, c'est ça. Alors alors on voit le partage d'écran maintenant. Ça y est, c'est bon. Et là, Ben voilà, tu peux lancer la première diapo là. C'est bon. oui, pardon. Super. Donc en fait, j'étais en train juste pas de lire la diapo, mais de dire qu'il y a trois indicateurs qu'on peut regarder pour donner une idée de où est-ce qu'on en est sur le sujet de l'intelligence artificielle en Afrique. C'est l'investissement capital risque. En clair, l'Afrique est quasiment absente de ça. L'essentiel de l'investissement en capital risque, c'est la Chine, les États-Unis et un petit peu l'Europe qui commence. Ensuite, il y a un deuxième indicateur, le nombre de publications scientifiques sur le sujet. Là encore une fois, évidemment, c'est la Chine et les USA. L'Afrique est absente. Le nombre de brevets déposés, idem. Bon, voilà. Donc ça, on voit bien que donc l'Afrique va pas être, si vous voulez, dans la, la, la création de technologies d'intelligence artificielle, elle sera évidemment dans l'adoption. Donc, c'est la première idée que je voudrais, peut-être pour planter le décor, vous partager, qui est un constat qu'on peut faire. Euh, Effectivement, on est en pleine émergence avec l'intelligence artificielle en Afrique. Alors, c'est le premier message, avec donc des entreprises et des États aussi qui adoptent progressivement l'intelligence artificielle. En citer quelques-uns, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, le Maroc, qui sont parmi les précurseurs. Hein. Donc évidemment, cherchez au bon endroit en Afrique les pays évidemment qui sont en avant sur ce sujet. Euh, D'ailleurs, donc, il y a évidemment des entreprises qui commencent à utiliser à mettre en œuvre hein, des solutions IA, mais il y a aussi donc des États qui mettent en place des stratégies intelligence artificielle. Alors, premier, peut-être, chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas, je dirais, d'acteur évidemment global pour l'instant en Afrique, un type évidemment OpenAI ou DeepSeek ou Mistral. Donc ça, c'est une chose. Par contre, vous avez, donc il y a peut-être un autre, voilà, le deuxième constat, c'est que l'IA, quand elle est mise en place, euh, et d'ailleurs, je crois que ça vaut pour la technologie de manière générale. Elle sert des projets à impact, c'est-à-dire qui résolvent des problèmes concrets des gens. Et d'ailleurs, on peut le voir dans différents secteurs qui sont listés ici, santé, agriculture, fintech, éducation. Il y a vraiment là des applications qui trouvent un sens. J'aurai l'occasion tout à l'heure là de mentionner des entreprises qui sont dans ce domaine-là et qui apportent vraiment des solutions. Euh, Notamment dans les fintech, là, vous avez aujourd'hui des applications, notamment d'intelligence artificielle décentralisée, qui sont utilisées pour sécuriser les données sensibles, donc utilisées notamment par les cabinets d'expertise comptable. Et ça, c'est des choses qui commencent à être utilisées, vous voyez, en particulier pour protéger les données sensibles. Première
Première chose, donc, vous voyez, une adoption dans un certain nombre de secteurs qui est en train de fonctionner. Évidemment, il y a un mais, parce qu'en pleine émergence, ça veut dire que des opportunités, mais aussi des obstacles et des difficultés qui restent encore à affronter. Première chose, évidemment, le manque d'infrastructures, notamment sur les télécoms en particulier. Donc ça, c'est un véritable frein, évidemment, quand on sait la consommation à la fois d'énergie et de capacité de traitement que demande l'intelligence artificielle. Donc là, il y a un vrai sujet. Ensuite, euh, évidemment, les formations en IA qui existent aujourd'hui, c'est peu développé, même s'il y a des initiatives qui sont prises hein, réellement. Vous avez des choses qui se passent aujourd'hui à Casablanca dans le domaine de la formation des directeurs financiers dans l'IA. Et donc, c'est des choses il y a des choses qui bougent très clairement sur ce sujet. Bon, l'accès aux données, là, c'est un problème récurrent de l'Afrique. Hein. L'intelligence artificielle ne peut pas se développer s'il n'y a pas des data lakes et des données disponibles. Ça, c'est un sujet qui reste. Le sujet de la réglementation, bon, moi, on peut faire le constat qu'il y a peu de cadres législatifs équivalents à ceux qui existent aujourd'hui, peut-être en Europe là-dessus. Mais je dirais que on verra avec Stéphane Mortier peut-être ce point-là. Euh, le dernier point de ma liste d'obstacles, c'est évidemment la question du financement. Euh, on ne va pas on va pas le répéter. L'Afrique manque cruellement de fonds pour investir dans la technologie. Alors, je trouve que pour planter le décor, aussi mentionner qu'il y a quelques initiatives aujourd'hui qui sont prises dans ce domaine. Vous avez des hubs technologiques qui sont créés et qui commencent à fonctionner, notamment au Nigeria, CC Hub, CC Hub, ou au Kenya, un hub qui s'appelle iHub, iHub en français. Euh, vous avez le, la nouvel accord de l'Union africaine, dont le siège est à Accra, au Ghana, qui aujourd'hui aussi prend une initiative de travailler sur une stratégie africaine de l'intelligence artificielle, donc notre initiative. Et puis, vous avez donc ces laboratoires d'intelligence artificielle qui ont été implantés à l'initiative de Google euh, et, de, et de Microsoft. Google au Ghana, qui a aussi qui se positionne, hein, le Ghana, vous voyez, sur différents sujets. C'est un pays que nous, on connaît bien à Convergence et qui est qui est en avant sur ce sujet de l'IT. Alors, bon, je voulais en deuxième partie parler de ce qui se fait au niveau des États. Parce qu'en fait, on ne peut pas imaginer que sur un sujet comme ça, euh, on peut le comprendre si on ne regarde pas, euh, évidemment, les stratégies nationales. Et donc, je m'appuie là pour ces deux slides que je voudrais vous partager, sur une étude récente de Oxford, vous voyez, de 2024, qui a défini un index qui est le Government AI Readiness. Et vous voyez, il y a sur trois piliers, donc ils font un ranking des différents États dans le monde, pas seulement des Africains, sur trois piliers qui sont la gouvernance, la qualité des données et de l'infrastructure, deuxième pilier, et troisième pilier, le secteur technologique. Alors, il y a évidemment vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire
les différents critères. Mais bon, c'est 10 critères, hein, évidemment, sur lesquels ils apprécient eh bien, les différentes, la situation des différents pays au plan mondial. Alors, qu'est-ce que ça donne sur, si on regarde notamment l'évolution des stratégies nationales. Et est-ce qu'il y a en fait des stratégies nationales, oui ou non, qui se créent au niveau mondial et évidemment en Afrique en particulier. Bon, on voit que ça a commencé depuis 2017. Euh, Ça bouge évidemment chaque année à un rythme qui est inégal évidemment selon le type de pays. On voit bien, bon, vous voyez bien la légende. On a les high income en bleu clair, ensuite on a upper middle income, pays intermédiaire en violet, et puis en gris le lower middle income et le low income. Low income, vous avez des pays comme par exemple ceux qui sont mentionnés ici sur ce schéma, c'est le Rwanda et l'Éthiopie, vous voyez, qui sont les deux premiers pays low income au plan mondial à adopter une stratégie IA. L'Éthiopie l'année dernière, le Rwanda en 2023. Et donc, parmi les lower middle income, c'est là qu'on va trouver évidemment la plupart des pays africains qui ont fait des choses là-dessus. Et on va retrouver là, évidemment, le Maroc, euh, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie, euh, le Ghana, le Bénin, voilà, le Kenya, etc. Autre point intéressant, je trouve, et qu'il faut peut-être avoir en tête, hein, évidemment, le classement mondial. Vous voyez que là, bon, ben, l'Afrique, elle est absente évidemment du top 5, hein, puisque le premier pays africain, c'est l'Égypte à la 65e place. D'accord? Donc, on est évidemment, on n'est pas encore rendu. Euh, Les USA, évidemment, sont largement en tête, hein. Enfin, largement, sont en tête. Mais le deuxième, vous voyez, c'est pas la Chine. Le deuxième, c'est Singapour, hein, évidemment, la logique de l'étude d'Oxford. Et puis, vous avez la Corée, puis la France, puis le Royaume-Uni. Euh, voilà pour le. Et évidemment, alors, ce qui fait que les États-Unis restent en tête globalement, c'est notamment qu'ils sont largement supérieurs aux autres sur la maturité du secteur technologique et notamment sur évidemment la capacité d'innovation liée aux moyens financiers et le capital humain, les compétences qu'ils ont évidemment sur le sujet, et évidemment la maturité du secteur. Donc là-dessus, ils sont largement en tête. Évidemment, là, il n'y a pas d'Africains évidemment classés, je vous dis, enfin pas de pays africains avant la 65e place. Bon, mais, l'Afrique n'est quand même pas ridicule, hein, puisque, on va dire, tous les pays que je vous ai cités tout à l'heure, là, entre tout ce qui est Égypte. Alors, Égypte est le premier pays africain, ensuite vous avez Maurice, puis après vous avez l'Afrique du Sud. Voilà le trio de tête. Et bon, les autres pays que j'ai cités, ils sont en milieu de tableau, hein, sur les 180 pays. On a quand même, voilà. Donc, l'Afrique n'est pas complètement absente, hein, de ce, de ce classement. Pour terminer mon intro, et je vais aller vite là-dessus, donc il y a trois défis majeurs peut-être à relever, et puis après je vais laisser Stéphane et Georges commenter. 60% des Africains n'ont pas accès au haut débit, d'accord? 60% aujourd'hui, donc c'est quand même pas rien. Ensuite, vous avez concernant le déploiement des infrastructures, on sait qu'évidemment, c'est très inégalement réparti, comme je le dis. Il y a aussi un déficit d'investissement majeur qu'on évalue, qui a été évalué là récemment.
de 130 à 170 milliards de dollars par an, donc ce qui est quand même énorme, hein. Déficit d'investissement par an pour être au niveau. Et puis ensuite, le troisième défi majeur qui peut empêcher l'intelligence artificielle aussi de se développer, c'est le coût de la connectivité. Vous avez, c'est l'Union internationale des télécoms, là, je regardais ce chiffre. Euh, le coût du haut débit représente en Afrique 14% du revenu de base de l'Africain. Il faut savoir que la moyenne mondiale, c'est 2,9%. Vous voyez encore le problème, en fait, hein. Euh, bon, et pour terminer sur une note, je dirais, aussi encourageante pour l'Afrique, il y a des pépites qui réussissent en Afrique sur des sujets. Alors, on voit que c'est. Alors, Instadep, c'est un peu particulier parce que c'est des Tunisiens au départ et qui ont vraiment créé une pépite sur des systèmes d'aide à la décision pour l'industrie. Donc, ça, c'est bien. Mais on a, vous voyez, deux autres sociétés qui sont vraiment sur des sujets basiques, c'est-à-dire, quand je dis basique, c'est pas péjoratif, c'est vraiment se nourrir et puis se soigner. Voilà, deux besoins fondamentaux, en fait, en Afrique, avec, et là, il y a évidemment une recherche et un besoin d'impact fort. Et vous pourrez aller voir ces sociétés qui illustrent, qui montrent que, voilà, il y a des choses qui se font en Afrique. Euh, Merci pour voilà, c'est ce que je voulais pour planter le décor. Je ne sais pas si il y aura peut-être des questions là-dessus ou vous questionnerez ça, mais je propose qu'on le fasse à la fin de notre échange. Je voudrais tout de suite vous présenter et lui laisser la parole, enfin très rapidement, Stéphane Mortier, qui est un expert en intelligence stratégique. Et lui, il a une grande carrière dans le domaine de la sécurité publique et il est aujourd'hui expert en intelligence stratégique enfin, sur l'axe Europe-Afrique. Stéphane, je te laisse tout de suite la parole et pour répondre à la question que tu as bien voulu traiter, comment l'IA générative est-elle utilisée dans les pratiques d'intelligence stratégique? Et je vais partager pour que tout le monde te voit. Voilà, eh bien, écoute, Jean-Pierre, merci. C'est toujours un plaisir, tu le sais, que de participer en tant qu'intervenant ou simplement pour écouter les webinaires de Convergence. Donc, Merci à toi d'être là et de ta présence en tout cas. voilà, je ne pouvais qu'acquiescer et être là. Alors, la question enfin, des IA génératives en matière d'intelligence stratégique sur le continent africain, c'est une vaste question. Une vaste question euh, parce que énormément de freins, dont certains que tu as évoqués dans ton introduction, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est un manque de données nécessaires à l'entraînement d'outils d'intelligence artificielle, un manque de données du continent africain. Et puis, ça, c'est Mm. une deuxième chose. Je dirais une troisième chose, une certaine forme d'instabilité globale. Alors, je ne parle pas de l'instabilité politique ou sécuritaire, mais de l'instabilité réglementaire, de l'instabilité sociale, de l'instabilité financière des pays africains qui sont un frein supplémentaire. Euh, pardon. Donc, premièrement, et tu l'as évoqué sur la vision étatique des choses, euh, les États africains commencent depuis peu, même si certains ont été précurseurs, à se pencher sur la question de l'IA de façon générale et à mettre en place des stratégies d'intelligence artificielle. Euh, dans la discussion, Gilles a partagé une carte qui est très bien faite et représentative de l'état actuel des choses. Alors, on voit qu'on a
une bonne dizaine d'États qui ont mis en place une stratégie d'intelligence artificielle, et puis une petite dizaine d'autres qui réfléchissent à le faire. Alors ça, c'est très bien, euh, mais quelles sont ces stratégies d'intelligence artificielle? Si on va voir les contenus, généralement, nous avons des copier-coller de ce qui s'est fait en Europe ou ailleurs, sans adaptation au contexte local. Et donc, ces stratégies sont totalement hors champ de la réalité. Et généralement, euh, 9 fois sur 10, je dirais, totalement inapplicables. Et donc, ce sont des stratégies qui, dès leur publication, sont d'ores et déjà obsolètes parce que non adaptées. Euh, Ça, c'est une réalité, mais on a quand même certains pays qui sortent du lot. Je pense au Maroc. Alors, le Maroc, depuis déjà un certain nombre d'années, s'est penché sur la question. Des chercheurs particulièrement réputés se sont penchés sur la question et je pense notamment à Madame Sergrouchny, hein, qui est une sommité mondiale de la recherche en IA, qui est aujourd'hui ministre du numérique. Donc ça, c'est quelque chose qui montre, en tout cas dans le cas du Royaume du Maroc, une volonté de graver dans le marbre les choses et d'avancer. Et d'avancer de façon, je dirais, euh, pérenne et adaptée à la stratégie du Maroc. Par contre, quand on va voir un peu plus loin sur le continent africain, plus loin par rapport à nous, bien sûr, euh, on se rend compte qu'on est loin du compte. Les seuls qui ont des systèmes, je dirais, qui fonctionnent plus ou moins, ce sont des pays d'Afrique anglophone. Tu l'as évoqué, hein, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda, l'Ouganda aussi. Alors l'Éthiopie, même si ce n'est pas vraiment un pays anglophone à part entière. Euh, et puis, dernière roue du carrosse, je dirais, les pays d'Afrique francophone. Même si on peut dire que le Sénégal, le Bénin sortent un petit peu du lot. Euh, mais ce sont vraiment des bribes. Et puis alors, d'autres pays, et je pense à la République démocratique du Congo, où rien n'existe. Euh, Tu parlais de la réglementation, et ce sera mon deuxième point, et j'y reviendrai, parce que sans réglementation, il ne peut pas y avoir de développement de l'IA. Ce n'est, à mon sens, pas possible. Mais je reviens maintenant sur l'accès aux données. Pour pouvoir faire de l'intelligence stratégique avec des outils d'intelligence artificielle générative, il faut que ces outils soient entraînés sur euh, une masse de données et ces données relatives aux pratiques, aux us et coutumes euh, et au quotidien de l'Afrique ne sont pas ou peu accessibles. Pour une raison simple, et tu l'as évoqué, 60% des Africains n'ont pas accès au débit, euh, beaucoup d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, et on pourrait multiplier les raisons à cela. Donc forcément, la masse de données nécessaire pour avoir des outils d'une pertinence suffisante pour faire de l'intelligence stratégique n'existe pas aujourd'hui. Euh, les seuls qui tentent de structurer ces données du continent africain, mais ce sont les Américains, Google et Microsoft, comme tu le disais, au Ghana notamment. Mais, encore une fois, ce n'est pas concluant. Si c'était concluant, ils seraient partout. Euh, et ils ne le sont pas. Hein. Donc là, on est bien confronté à une problématique d'accès aux données pour développer des outils ayant une réelle utilité. Ça, c'était, je dirais, mon premier point. Le deuxième point, sur les réglementations. Alors, on va avoir des réglementations un peu plus strictes, je dirais, en Afrique du Nord, notamment sur le numérique en général.
Je dis bien sur le numérique en général parce que souvent, on va inclure l'intelligence artificielle dans une législation sur la protection des données personnelles, sur euh, le contrat électronique, sur ce genre de choses. Alors, il y a quand même deux pays d'Afrique francophone euh, qui ont un code du numérique. C'est le Bénin et la République démocratique du Congo. Celui de la République démocratique du Congo est un copier-coller de celui du Bénin. Et quand on cherche l'intelligence artificielle dans ce code qui, si je ne me trompe pas, compte 638 articles, il n'y a que l'article 12 qui évoque l'intelligence artificielle en nous disant simplement que l'autorité de contrôle en matière du numérique doit veiller aux questions éthiques en matière d'intelligence artificielle. Et c'est tout. Donc, on est vraiment, je dirais, dans le vide total en matière de réglementation sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, les choses peuvent évoluer très vite, hein. D'ailleurs, je travaille un peu avec des juristes congolais sur le sujet pour convaincre le législateur congolais d'ajouter un livre à ce code du numérique, un livre dédié à l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas gagné, mais euh, je pense qu'il faut essayer de tendre vers cela. Alors, encore une fois, les pays d'Afrique anglophone sont plus avancés en termes de législation là-dessus, même si ça reste quand même assez superficiel. Euh, Ce que je crains dans les années à venir, c'est que ce projet au niveau de l'Union africaine, de stratégie africaine d'intelligence artificielle, aille chercher des éléments de réglementation européenne essentiellement, euh, et puis appliquer une convention, un peu comme la convention de Malabo sur la protection des données personnelles et la cybersécurité, avoir une convention de l'Union africaine sur l'intelligence artificielle qui soit un copier-coller de, de l'Artificial Intelligence Act européen. Je pense qu'on va s'orienter très rapidement vers ça, à moins qu'il y ait un lobbying américain ou chinois qui viennent contrecarrer ça pour avoir des dispositions qui leur sont plus favorables. Ça, c'est la réalité des choses et je pense qu'on va être confronté à une véritable guerre d'influence, une guerre informationnelle euh, entre Américains et Chinois sur le continent africain à ce sujet. Chose que nous, Européens, nous ne voudrons certainement pas voir en disant que notre législation est très bien et qu'ils vont donc s'en inspirer. Et je pense qu'on se fera à nouveau avoir. Ce n'est pas très positif de ma part, mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, je pense qu'il y a suffisamment aujourd'hui de juristes, de chercheurs euh, en Afrique pour créer un texte purement africain sur le sujet. Il y a des précédents sur d'autres sujets que l'intelligence artificielle, notamment en droit des affaires, où on a aujourd'hui un droit africain harmonisé dans 17 pays, avec un processus décisionnel 100% africain. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire en matière de technologie, de cybersécurité, d'intelligence artificielle et plus tard peut-être de quantique. Encore faut-il avoir la volonté de le faire et de ne pas subir un lobbying agressif venant de l'extérieur. Ça, je dirais que c'était mon deuxième point sur tout ce qui est réglementaire. Et enfin, euh, l'existant euh, en intelligence artificielle sur le continent euh, n'est pas ni désuet, ni je dirais, trop faible. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font.
Par contre, ce n'est pas parce que il y a beaucoup de petites choses qui se font, mais qui sont confrontées à des freins, euh, je dirais, logistiques et sociétaux qui font que ces petits projets ne peuvent pas se développer ou très difficilement. En matière d'IA générative, les traducteurs, très peu de traducteurs traduisent dans des langues africaines. Et pourtant, à part en Swahili, il y a très peu de langues africaines qui sont traduites. Et pourtant, ce sont des langues qui sont parfois parlées par des millions de personnes, en sachant il y a de fortes chances que la population africaine double d'ici à 2050 ou 2060. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait, à mon sens, anticiper. Permettre la traduction enfin, des langues africaines permettrait aussi de recueillir un certain nombre de données pour entraîner d'autres outils. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être une piste de réflexion. Euh, Autre donnée relativement accessible, les données échangées sur les réseaux sociaux par les Africains eux-mêmes. Mais à savoir que ces réseaux sociaux sont systématiquement américains ou chinois. Donc, encore une fois, les outils qui pourraient euh, être entraînés avec ces données ne seront pas africains. Euh, euh, Autre exemple qui a été évoqué dans ton introduction, les fintech. Effectivement, en matière de fintech, il y a pas mal de choses qui se font sur le continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, mais encore une fois, on est confronté à une population euh, où le taux de bancarisation est faible, où l'accès au crédit est pratiquement impossible. Et donc, les fintechs restent cantonnés à des microcosmes. Et donc, on ne peut pas avoir de développement, je dirais, important au niveau régional, voire continental, d'une technologie en particulier. Euh, à savoir que euh, une technologie qui pourrait s'étendre sur l'ensemble du continent ben, serait confrontée à des systèmes juridiques totalement différents, à des cultures totalement différentes, à des pratiques totalement différentes. Et donc, c'est quelque chose qui relève un petit peu, à mon sens, de l'utopie. Euh, et puis alors, un autre problème qui vient se greffer sur l'ensemble, euh, ce sont des problèmes liés à l'énergie. Comment développer des outils et stocker des données si on n'a pas l'énergie nécessaire pour le faire, hein? L'électricité dans les capitales, la plupart des capitales africaines, c'est coupure sur coupure. Comment fait-on si on a des data centers suffisamment dimensionnés pour avoir des outils au niveau du continent? C'est un vrai problème. Deuxième problème, c'est l'instabilité euh, globale et la sécurité, hein. Que fait-on d'un data center lorsqu'il y a une rébellion? Qui est prêt à investir dans un data center? Data center, ça pourrait être d'autres infrastructures, sans savoir qu'aux prochaines élections, il n'y aura pas des difficultés ou les expatriés éventuels ne devront pas quitter le territoire, etc. Ça aussi, c'est une vraie problématique à laquelle je n'ai pas de solution, hein, mais ce sont des choses qu'il faut anticiper. Alors, je pense que c'est plus facile de l'anticiper dans des secteurs industriels classiques parce que bon, on amortit un certain investissement qui permet, ben, en cas de problème, de l'abandonner et de revenir plus tard. Ce n'est pas forcément le cas de matériel qui a besoin d'être alimenté en énergie, en climatisation, etc., en permanence. Donc là, on est vraiment sur une forme d'incertitude que l'investisseur étranger, hors Afrique ou africain d'ailleurs, euh, ben, c'est un risque qu'il ne prend pas toujours. Euh, et enfin, sur ce que tu évoquais avec la naissance de hubs technologiques
notamment au Nigeria et au Kenya. Alors, effectivement, il y a des choses qui se font et qui sont bien, hein, d'un très bon niveau, mais encore une fois, qui restent au niveau national ou local. On a, par exemple, en République démocratique du Congo, la Silikine, hein, la Silicon Valley de Kinshasa, euh, mais idem, c'est une forme d'incubateur et de centre de, de conférences qui est très bien, mais pas suffisamment dimensionné pour apporter des outils nécessaires à un pays de 100 millions d'habitants où il n'y a ni voie de communication, ni bancarisation, euh, ni, ni état civil, ni quoi, ni caisse. Enfin, là aussi, l'idée est très bonne, mais n'est pas en adéquation avec la réalité quotidienne des populations et donc l'accès aux données de ces populations euh, pour mettre en place les outils nécessaires. Alors, dans un tel contexte global, il est très difficile de faire de l'intelligence stratégique au moyen d'outils euh, purement dédiés au continent africain. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les cabinets d'intelligence économique vont travailler avec des outils faits soit en Europe, soit aux États-Unis, généralement, mais qui comportent des biais algorithmiques qui ne correspondent pas du tout aux réalités africaines. Et donc, l'information générée suivant les prompts que le consultant va poser euh, reflète des réalités occidentales sur le continent africain et pas des réalités africaines sur l'Afrique. Et on a de cette façon des consultants qui vont mal conseiller leurs clients, pas parce qu'ils ont envie de mal les conseiller, mais parce qu'ils ont utilisé des outils qui comportent des biais qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui, et je pense que tant qu'on n'aura pas résolu cette question de l'accès aux données africaines, euh, il faudra continuer à faire de l'intelligence stratégique, euh, je dirais, traditionnelle en Afrique, parce que sans cela, on risque de se tromper et de mal conseiller. Voilà. Très intéressant. Écoute, j'ai une question, je fais une entorse peut-être à ce qu'on avait dit. Les questions, posons-les aussi maintenant, si vous êtes d'accord. Euh, j'ai une première question. La Convention de Malabo, tu peux en dire un mot? Qu'est-ce que c'est en fait Oui. et de quoi ça parle? Alors, la Convention de Malabo, c'est un texte de l'Union africaine. C'est la Convention sur la protection des données personnelles et la cybersécurité. Je dirais que c'est un peu le RGPD africain, si on peut dire ça, mais beaucoup moins abouti. C'est une convention qui devrait être revue, hein. Il y a un projet de révision, mais ça traîne un petit peu. Alors, c'est intéressant parce que euh, elle date de, si je ne me trompe pas, c'est 2001 ou 2007. Enfin, c'est assez récent, mais c'était avant le RGPD. Et donc, je dirais que les Africains étaient avant-gardistes sur la question parce qu'ils ont sorti un texte avant l'Union européenne. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'Union européenne, on n'avait pas de texte dans les États membres sur la question. Mais au niveau continental, il n'y avait pas d'équivalent ailleurs, hein. Et ce texte est non seulement relatif aux données personnelles, mais aussi à la cybersécurité. Et ça, c'était quelque chose de très novateur. Par contre, ben, ça n'a pas été suivi réellement d'effet. Par exemple, la République démocratique du Congo a ratifié la Convention de Malabo en 2023. Hein, donc, et plusieurs États africains n'ont toujours pas ratifié. Mais il faut quand même souligner le côté avant-gardiste du sujet traité dans cette convention à l'époque où cela a été pris. Est-ce que
quelqu'un là a des questions par rapport à l'intervention qu'a fait Stéphane. Euh, bon, il y avait une question qui avait été posée, je ne sais pas si, bon, c'est peut-être plus me concernant, mais c'est moi qui donnais les statistiques. Le taux de pénétration de l'IA en Afrique, euh, très faible. J'ai pas de chiffres à donner. Je ne sais pas si toi tu en as un, Stéphane. Non, j'ai pas de chiffres, mais alors, Plus. c'est difficile à dire parce que euh, tout dépend ce qu'on entend par taux de pénétration de l'IA. Ouais, Tous les d'accord. utilisateurs de réseaux sociaux utilisent de l'IA. Donc, le taux de pénétration ne doit pas être si faible qu'on ne le pense, euh, mais vient d'ailleurs, en quelque sorte. Vient d'IA qui viennent d'ailleurs. Je pense que l'IA est beaucoup utilisée, mais via les outils du quotidien qui sont étrangers. Euh, voilà. Maintenant, est-ce que les Africains utilisent ChatGPT ou DeepSeek ou Mistral? Euh, ben, pour y avoir été il n'y a pas très longtemps, je leur ai fait découvrir DeepSeek. Ils n'en revenaient pas parce que ni la presse, ni les médias, ni personne n'en avait parlé là-bas. Eh ouais. En plus, ça n'a pas beaucoup de sens parce que le problème, c'est pas tellement combien, mais comment. Et ça me rappelle les débuts de l'Internet en France. On disait quel était le taux de pénétration de l'Internet dans les entreprises, sauf que quand on regardait l'utilisation, c'était essentiellement pour avoir des adresses, pour avoir la météo, pour préparer les voyages, ce qui était une utilisation totalement basique et, j'allais dire, sans intérêt. Tout à fait. Écoute, Georges, sauf si Stéphane, tu n'as rien à dire, comme Georges vient de prendre la parole, autant en fait la lui donner maintenant. Donc, je vous présente Georges Fischer, consultant international, un des pionniers de l'Internet en France et en même temps qui est un expert de l'appui aux entreprises. Et donc, il va pouvoir illustrer justement l'application de l'intelligence artificielle dans cette activité, dans ce métier de l'appui aux entreprises. Euh, je sais qu'il y a Sylvia là, de l'OSCI qui est avec nous. Sylvia, ça va t'intéresser. Georges, à toi la parole donc pour traiter évidemment Merci beaucoup. ton point. Et Merci merci beaucoup. de ta contribution à Je vais nouveau essayer dans le effectivement de vous webinaire. parler et de vous parler aujourd'hui surtout de l'usage, hein. Parce que je suis pas un technologue, pas un technicien comme on dit, je suis quelqu'un qui regarde les usages et la manière dont on se sert. Donc, alors, je vais vous parler un petit peu des enjeux de l'IA qui sont généraux, hein, pour tout le monde et donc qui s'appliquent à l'Afrique de la même manière. Et au fur et à mesure, vous apporter des éclairages qui sont plutôt plus spécifiques à l'Afrique. Donc, je rappelle simplement pour ceux qui auraient oublié que l'IA, ça me fait penser toujours à Pac-Man, l'ancien jeu. Vous aviez le petit truc là qui allait bouffer des choses et les digérer. Finalement, l'IA, aujourd'hui, c'est surtout comme ça que cela se passe. Mais euh, il y a donc de ce point de vue-là deux types d'IA. Il y a ce que j'appelle l'IA ouverte qui digère toutes les données sur Internet et sur les réseaux sociaux, avec les problèmes qui vont avec, hein, on va en reparler, validation. L'autoproduction, Stéphane a parlé tout à l'heure, et je reviendrai là-dessus, de l'entraînement de ces outils sur des données. Or, aujourd'hui, de plus en plus, ces données sont produites par de l'IA. Donc, en quelque sorte, l'IA produit ses propres biais en reproduisant et en partant, en refabriquant des données qu'elle a déjà produites. Je ne parle même pas des infox et des droits de réutilisation ou de la confidentialité. Et puis, vous avez l'IA fermée qui s'adresse, qui ne s'entraîne que sur un corpus spécifique. Je vous donne un exemple, hein. Quand vous parlez de droit, avoir une IA qui utilise les données qui sont partout sur le web n'a pas beaucoup de sens.
Ce qui a du sens, évidemment, c'est que cette IA se nourrisse uniquement des données législatives, réglementaires et jurisprudentielles en matière de droit. Il est évident qu'à ce moment-là, on se retrouve avec des IA qui peuvent être entraînées uniquement sur les données internes aux entreprises. Et la tendance, soyons très clairs, la tendance va dans ce sens. Une enquête de BVA en France en 2023, mais il y a eu des enquêtes encore plus récentes là-dessus, montre que pour les entreprises, parce que moi je parle des entreprises là, hein, pour les entreprises, l'utilisation de l'IA fermée est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus porteuse, parce que ça évite la validation, ça évite les problèmes de confidentialité. Et on voit d'ailleurs apparaître une nouvelle tendance sur des domaines très spécifiques. J'en ai vu une sur l'IA, c'est sur comment maigrir. Alors ça, c'est pas pour les entreprises, bien entendu. Mais vous voyez, on limite cette IA à un domaine très spécifique et on l'a vu un petit peu dans ce que Jean-Pierre nous a montré tout à fait au début. Pourquoi? Parce que c'est plus léger, c'est plus crédible et c'est moins cher à entraîner. Alors, euh, l'utilisation de l'IA dans les entreprises, et vraiment, moi, je me limite à ça, parce que c'est ça que je connais bien, c'est évidemment sur l'idée, c'est d'accroître l'impact et d'accroître l'efficacité de l'entreprise en question. Donc, dans l'efficacité de l'organisation, je vous donne, c'était les Échos qui avaient ressorti cette information-là, c'est essentiellement sur l'informatique, donc anticiper les menaces, c'est la relation client qui est essentielle. Personnaliser et humaniser cette relation, ce qui n'est pas toujours le cas avec les bots. Le financier et comptable, euh, fiabiliser les prévisions, lutter contre la fraude, voire faire de l'analyse, hein. Mais attention à là, j'ai vu l'exemple d'une utilisation récente de l'IA de Google, et en fait, dans l'analyse financière, tout était mis sur le même plan. C'est plat, comme on dit au Québec, hein. Marketing et communication, hein, c'est évidemment un des terrains les plus immédiats. Et puis, l'ARH, c'est aussi un des domaines où ça se développe le plus. Alors là, c'est une source d'une surveillance de 2023, d'une enquête en 2023 de McKinsey sur des entreprises américaines. Et vous voyez quand même que quand vous regardez, que ce soit les marketing, que ce soit le développement des services, que ce soit les opérations, on est quand même dans des activités plutôt, j'allais dire, basiques, hein. On parle beaucoup de remplacement des jobs et certainement, par exemple, dans tout ce qui est le domaine de l'assistance juridique, il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître assez rapidement. Mais pour le reste, vous voyez qu'on est quand même dans des activités assez basiques dans des entreprises qui sont plutôt des grandes entreprises, hein. Jean-Pierre vous donnera accès à à tous ces transparents, bien entendu. Alors, pour regarder rapidement les domaines, sans vous lire les transparents, la relation avec les clients a été citée en premier. Simplement, le prérequis, c'est la GRC. C'est l'existence de la GRC. Et là, on se retrouve avec en Afrique un problème spécifique qui est que finalement, les entreprises sont sous-structurées. Il y a peu de grandes entreprises disposant d'un véritable entrepôt de données internes pour lesquelles qu'on peut exploiter et qu'on peut développer, hein. Donc, ça, c'est effectivement, tiens, c'est pas la connaissance des membres, la connaissance des clients, c'est l'actif essentiel, mais je rappelle que le coût n'est pas uniquement dans la construction de la base de données, mais son enrichissement. Et avec l'IA, l'avantage, c'est que auparavant, quand vous bâtissiez une GRC, c'est que vous étiez obligé de structurer les données, alors que là, finalement, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez plus besoin de la même structuration puisque l'IA est capable de digérer, de manger et de digérer toutes les données
que vous avez. Alors, euh, dans la relation avec les clients, on a cité donc l'utilisation des bots, la possibilité d'individualiser, de jouer sur la fidélisation, de donner des comptes rendus individualisés, de mesurer l'engagement et l'interaction. Bon, c'est le mapping des utilisateurs, la conquête des nouveaux clients, c'est extrêmement intéressant avec une question. Avec une question qui se pose, c'est si j'utilise les données internes de ma GRC, est-ce que j'ai intérêt d'enrichir la connaissance sur mes clients et sur mes prospects avec des données sortant de l'IA ouverte, avec tous les risques de polluer finalement mes données à moi, qui sont des domaines, qui sont des données vérifiées, crédibles, avec des données qui sortent de ce moule et qui peuvent être en fait des infox, qui peuvent être des manipulations avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Voilà, je soulève la question et je la laisse aussitôt retomber sur les pieds des utilisateurs. Je n'ai pas de réponse. Hein. En tout cas, si on le fait, il faut le faire avec beaucoup de précautions. Marketing et communication, bon là, j'ai pas besoin de faire des grands développements. L'analyse des données sur les clients et sur les prospects mène effectivement vers un marketing comportemental, vers la détection des besoins, vers la communication individualisée. Mais vous avez vu tout à l'heure dans cette étude de McKinsey que finalement, c'est encore quelque chose qui est très peu utilisé et c'est quand même beaucoup, encore une fois, du domaine des grandes entreprises ou du moins des entreprises qui ont une grande masse de données. Euh, L'efficacité de l'organisation, alors là, on est dans l'administratif et vous avez vu que c'est un des domaines où ça joue le plus. Hein. Les rapports automatisés, notamment les comptes rendus de réunion, j'ai vu une IA qui fait des rapports annuels, ce qui est très très sympa. Hein. Plutôt que de préparer toute la doc, vous avez déjà une préparation de ce rapport annuel. Les mails et les lettres automatiques adaptées à chaque public. L'ARH, là, ça joue énormément puisque on peut faire préparer des offres d'emploi adaptées à chaque média. Vous ne mettez pas les mêmes annonces dans LinkedIn et dans un journal, vous voyez. Mais aussi en interne, c'est l'analyse des entretiens individuels annuels, c'est l'analyse des enquêtes sur le climat interne et éventuellement le knowledge management. Donc, et là, on est vraiment dans la capacité d'automatiser ou de simplifier quasiment la totalité des tâches administratives, avec quand même beaucoup de valeur ajoutée, notamment, je vous citais, les incidents informatiques. Alors, je vais vous donner un exemple pour l'export. Un- un- une direction export d'une entreprise, comment elle peut utiliser l'IA? Ben voilà, quelques possibilités. Hein. Mapping concurrentiel, marché par marché. Le diagnostic de l'intérêt du marché par l'analyse statistique des douanes et autres. La vérification des contacts en suivi des retours des délégations à l'étranger. Vous allez à l'étranger, vous récupérez une pile de fiches de contact, ben vous avez tout intérêt à regarder si ces contacts si les entreprises que ces gens représentent sont intéressantes véritablement pour vous. Les dossiers de veille concurrentielle, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, Stéphane en a parlé un petit peu. L'analyse des publications, qu'est-ce qui se passe dans les foires, les expositions, les conférences, les congrès, ça c'est quelque chose d'essentiel. Euh, Détection des acheteurs et de leur positionnement. Plutôt que de répondre à des opportunités d'affaires, vous pouvez essayer de détecter les opportunités d'affaires à l'avance. Et puis, bien entendu, la traduction automatisée, sauf dans les langues africaines, évidemment, malheureusement. Euh, Exemple de l'intelligence économique. Je reviens un petit peu sur ce que disait Stéphane. Le management d'image, ça existait déjà avant. Déjà avec l'Internet, vous étiez confronté à un dilemme. Euh, Finalement, quand je publie, les gens sont capables de regarder quelle est ma stratégie. Volontairement ou pas, j'ai donné trop d'informations sur moi-même. Et le problème va au-delà de l'irréputation. Il va au fait de qu'est-ce que je dis sur moi-même.
Si j'en dis trop, je deviens vulnérable. Si je n'en dis pas assez, je n'existe pas. OK? Et ça, c'est un problème essentiel pour les entreprises africaines. L'autre jour, je cherchais une information sur un- un produit très spécifique au Kenya, sur le marché de ce produit. Et ChatGPT m'a gentiment répondu, je ne peux pas vous répondre faute de données disponibles sur ce produit. Vous voyez? Donc, mais je reviens sur le trop. Avant, il fallait faire appel à un Stéphane pour qu'il fasse une analyse de toutes les informations que vous aviez disséminées un tout petit peu sur le net, notamment dans les journaux régionaux. Ça coûtait cher, ça prenait du temps, ça faisait vivre les consultants, bien entendu. Mais aujourd'hui, avec des outils du type OSINT et de l'IA, ben vous avez un screening immédiat de tout ce se dit sur vous et on peut en déduire très facilement votre stratégie, notamment pour les entreprises qui publient leur rapport annuel. Alors, euh, pour vous donner une idée des changements, il y a eu donc une étude de Harvard, MIT, Wharton, etc., sur 750 entreprises américaines, et ils ont trouvé que 90% de ces activités, de l'utilisation de l'IA, dans 90% des cas, ça améliore la performance. Et dans 40%, on accroît la qualité du travail. Mais il y a des mais, et je vais y revenir tout à l'heure. Attention à la perte de créativité, j'en reparlerai. Mais attention aussi dans les entreprises, il y a toute une phase d'accoutumance. Euh, D'un côté, vous avez les étonnés, les enthousiastes. De l'autre côté, vous avez les résistants. Et le problème de l'adoption, comme dans tout changement d'habitude, hein, ben, il y a un problème d'adoption. Le problème, c'est pas l'outil est-il bon, est-il efficace, c'est comment va-t-il être adopté, comment les gens vont-ils se familiariser avec, ne pas créer des analphabètes et surtout, encore une fois, est-ce que le management donne l'exemple ou pas? Alors, les défis, le coût, bien entendu, voire l'évolution de l'investissement. Hein, pour un bot, c'est, ça fait des centaines de milliers, voire des millions de dollars. La protection des données privées, la validation de l'information. Vous savez, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les articles scientifiques, si vous regardez, un bon nombre d'entre eux sont retirés après examen, euh, mais ils restent en ligne. Et donc, ces articles scientifiques, quand vous faites passer l'IA dedans, ben vous avez les données qui ont été en fait retirées parce que pas valides, qui ressortent. Le biais des prompts, je n'ai pas besoin de vous en parler, vous le savez très bien. Hein, je donne toujours l'exemple de ce professeur de droit social qui a posé la question à une IA de deux manières différentes. Premièrement, il a demandé comment je peux me débarrasser et licencier un monsieur X embauché sous le contrat, dans le cadre d'un contrat Y. Et puis, il a posé la question en disant quelles sont les règles de licenciement dans le cadre d'un contrat Y. Et les réponses ont été assez différentes. Les biais de la technologie en termes de mise à jour de genre de personnes, voire de censure, hein, parce que je vous rappelle quand même qu'on a beaucoup parlé de DeepSeek, mais DeepSeek est complètement limité à des données qui sont des données censurées. Okay. Et la sécurité, mais surtout, et je reviens là-dessus, parce que c'est un des enjeux majeurs pour l'Afrique, le problème dont parlait Stéphane tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de données. Et quand vous parlez d'information concurrentielle pour les entreprises, c'est-à-dire de l'information pas tellement sur des secteurs, mais sur des marchés, sur des produits, sur des concurrents, eh bien, quand il n'y a pas de données,
ben, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va vous sortir comme réponse? Ben, ce sont les réponses des grands journaux occidentaux avec le biais africain dont Stéphane vous a parlé. OK? Et alors, pour l'entreprise, hein, elles sont en train comment dire, de balancer. Là aussi, il y a un dilemme. Le premier, c'est il y a une espèce d'hypnotisme qui soit tourne vers la glorification de l'IA qui va tout emporter, ou le problème de rejet total de l'IA parce que, mon Dieu, ça va me prendre mon job. Et de l'autre côté, ça m'a beaucoup amusé parce que vous avez de nouveau les informaticiens qui reprennent la parole avec, malheureusement, des informaticiens qui sont le plus souvent ne sont pas ne sont pas orientés utilisateurs. Alors, quelques enjeux spécifiques pour l'Afrique en plus de ce qui a été dit tout à l'heure. Et là, de nouveau, je parle des entreprises. Est-ce qu'on peut créer des agents IA africains? Aujourd'hui, à mon avis, c'est un leurre. Vu le coût que cela représente, sauf à le faire dans des domaines spécifiques et restreints, comme on l'a vu tout à l'heure, investir pour créer des agents IA africains, c'est pas à la portée d'un pays. Peut-être est-ce là un enjeu pour la francophonie de créer une IA sur les données francophones africaines, mais je suis assez sceptique sur la capacité de la France à pousser et de l'OIF de pousser dans ce sens et la capacité des pays africains d'accepter de le faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour l'Afrique, l'essentiel, c'est de mettre l'accent sur l'utilisation de l'IA, sur l'accoutumance dans l'entreprise, sur le fait de faire vite tant que ce n'est pas encore trop cher. Parce que si demain, aujourd'hui, c'est encore gratos ou 20 euros ou 20 dollars par mois, mais on sait très bien que même à 400 dollars ou à 2000 dollars par mois, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est rentable pour les grands producteurs. Donc demain, une fois qu'ils auront activé leur stratégie de dealer, ce qui est d'envahir le marché à bas prix et ensuite de monter les prix, bah, il faut se lancer dedans dès maintenant. Faire un saut qualitatif. Pour les Africains, c'est presque mieux parce que, comme en téléphonie mobile, ils peuvent sauter une étape, voire deux. La formation, la formation des adultes et la formation des jeunes, pour moi, c'est véritablement le plus grand enjeu pour le développement et le déploiement de l'IA en Afrique. Le coût de connexion, on en a parlé. Le manque de données, on en a parlé tout à l'heure. Et encore une fois, je vous rappelle, dans la mesure où les bots s'auto-forment eux-mêmes, ils accroissent le biais du manque de données ou de la fiabilité des données. Et la structuration dans l'entreprise. S'il n'y a pas de structuration dans l'entreprise, il n'y a pas de données dans l'entreprise et donc il n'y a pas la possibilité d'utiliser les données dans l'entreprise. Et enfin, la faiblesse des organisations intermédiaires, genre, je les connais, je fais du conseil à ces organisations, les chambres de commerce, les associations, les associations professionnelles, les associations sectorielles, toutes ces organisations qui sont censées mener les opérations de sensibilisation. Voilà, à titre de conclusion, je rappelle simplement euh, un message qu'il faut toujours faire passer, c'est un outil d'aide à la prise de décision, non pas un outil de prise de décision. L'étude déjà citée de Harvard, on a montré, vous avez vu l'accroissement de productivité. En revanche, la qualité baisse de 23%, la variété des réponses baisse de 41%. Et il y a eu une étude HEC, ils ont créé deux groupes d'étudiants. Au premier groupe, chacun travaillant dans son coin, bien sûr, mais dans le premier groupe, ils ont donné une étude de cas. Et dans le deuxième groupe, ils ont donné une étude de cas déjà dépotée par une intelligence artificielle. Et eh bien, le premier groupe a eu des bien meilleures réponses que le second. Voilà, et c'est ce que je rappelle toujours. Quand on pose la question, que se passe-t-il quand la glace fond? L'IA vous répond, on obtient de l'eau. L'être humain vous répond, c'est le printemps.
Voilà, je suis à vous. Jean-Pierre, tu n'as pas, t'as coupé ton micro. Pardon, excusez-moi. Une question rapide, là, Georges. Ce que tu viens de dire là sur l'étude Harvard, les meilleurs résultats ont été obtenus par qui? Par le groupe d'étudiants qui Non, c'était l'étude utilisait HEC, l'IA ça. ou celui qui ne l'utilisait pas? C'est l'étude HEC. Les meilleures réponses ont été obtenues par le groupe d'étudiants qui ne l'utilisaient pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que le problème, c'est que l'IA, notamment en analyse financière, met tout à plat. Donc, il donne la même attention à une dépense qui représente 0,1% qu'à une dépense qui représente 40%. Mhm. Ah, il y a un domaine. Donc, il y a un problème avec les données, évidemment, vous l'avez dit. Comment faire, en fait, de votre point de vue, Georges et Bruno, là, pour créer ces data lakes africains qui n'existent pas aujourd'hui ou trop peu? Euh, comment, est-ce que vous avez une idée sur ce sujet et comment on peut s'emparer aussi de ça, je dirais nous, ceux qui apportons un conseil, un appui, un accompagnement aux entreprises, aux organisations. Moi qui ai beaucoup travaillé pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et qui ai beaucoup travaillé dans la coopération avec des organisations intermédiaires, et je travaille toujours avec elles. Je salue d'ailleurs la présence de Gérard Aka, qui représente la FOPAO, la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest. Je me suis toujours désolé de voir que ces organisations ont laisser tomber la production d'informations économiques concurrentielles. Je ne parle pas de la macroéconomie, hein, parce que cette information coûtait cher et ne rapportait pas grand-chose. Eh bien, aujourd'hui, euh, on voit que ça a été un manque de prévision à long terme et on se retrouve dans une situation où je pense, et je vais militer dans ce sens-là, que ce soit dans le cadre de la francophonie ou de l'AFD, si malheureusement l'influence de Trump ne se fait pas trop sentir, c'est qu'il faudra aider ces organisations intermédiaires à se remettre ou à se mettre à fabriquer de l'information marché, produit, secteur concurrent localement. Et si possible, de l'interconnecter dans l'espace francophone. Mais c'est de longue haleine, hein. Mhm. Alors, je ne sais pas ce que pense Il y Stéphane, a hein, une mais... question à poser là, soit Attends, il y a par Stéphane qui voulait prendre la l'assistance. parole. Oui, oui, peut-être pour compléter ce qui a été dit, je pense que pour créer ces data lakes, il faut accompagner les États africains dans leur transition numérique, tout simplement. C'est le seul moyen d'avoir des volumes de données suffisamment dimensionnés pour faire quelque chose. Euh, Or, aujourd'hui, ces transitions numériques, elles sont en cours, elles ne sont pas encore abouties, voire elles n'ont à peine débuté dans certains États. Donc je pense que l'accent, il est à mettre là, hein, la transition numérique au sens large, c'est là la clé. Euh, et pour l'instant, on n'est pas suffisamment avancé dans ces transitions numériques pour avoir le volume de données nécessaire à exploiter. Pas d'autres questions? Alors, peut-être, moi il y a un secteur en fait qui est particulièrement stratégique en Afrique, comme vous le savez, et c'est le secteur minier, sur lequel nous on travaille avec Convergence depuis plus de 3 ans maintenant. Euh, les, euh, les données dans ce secteur, elles sont cruciales pour pouvoir, dès le départ d'ailleurs, euh, apprécier l'intérêt d'exploiter en fait. Donc toute la phase exploration euh, amont
est très importante et cette phase d'exploration nécessite l'analyse, d'abord la récolte, évidemment, et l'analyse des données. Alors, est-ce que là, il y a de votre point de vue, est-ce que c'est ce type d'application, hein, ce domaine d'application, est un exemple en fait d'un secteur où justement l'Afrique peut faire des choses et où, je dirais, les acteurs qui s'intéressent à l'Afrique peuvent investir en particulier euh, pour, euh, pour analyser, pour récolter, collecter les données du secteur pour que ça serve derrière, évidemment, aux investisseurs qui choisiront d'investir dans l'exploitation de nouveaux gisements, mais aussi, bien sûr, par ricochet aux Africains. Alors, effectivement, il y a Gilles qui vient de partager là un lien vers une société qui est en train d'ailleurs qui veut pénétrer l'Afrique et en particulier la RDC. Je suis au courant de cette société, Cobalt Metal. Voilà, à l'image un peu de Cobalt Metal, hein, qui fait de l'IA dans le secteur minier. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu veux réagir, Georges, à ça Moi, d'abord, l'avantage du secteur minier en Afrique, c'est qu'il y a de très grosses sociétés. On parlait tout à l'heure de la RDC. Dans la RDC, il y a la Gécamine. Mais au Botswana, il y a tout le minier du diamant et les Botswanais ont été suffisamment intelligents et intéressés pour tordre le cou à la De Beers et de garder la main sur l'exploitation de ces diamants, ces grandes sociétés peuvent, elles, développer de l'IA à partir de leurs propres données. Alors maintenant, d'une manière plus large, moi je pense que ce qui serait intéressant, effectivement, c'est qu'une IA de ce type puisse permettre de doter les plus petites entreprises de les aider à maîtriser les problématiques de développement durable qui sont essentielles dans le domaine du minier, à les aider à trouver les bons fournisseurs et à surveiller les développements technologiques et les déploiements de nouveaux équipements. Je pense, une possibilité extrêmement intéressante pour elles d'utiliser l'IA pour leurs décisions stratégiques et pour mieux s'insérer dans un certain nombre de chaînes de valeur et pour mieux exporter vers de nouveaux pays. Bon, il y a d'autres sujets, d'autres thématiques de webinaire. Ça, c'en est un. Comment développer le local content grâce à l'IA. Pareil, c'est ça qui me met en tête. Je pense qu'il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait traiter là et on ne manquera pas d'y réfléchir en tout cas. S'il n'y a pas de questions complémentaires ou additionnelles, je voudrais donc vous remercier. Peut-être juste un mot, peut-être. Alors, il y a une question de monsieur de Monsieur Chinde qui dit il y a un manque de données, manque d'investissement, utilisation des outils occidentaux qui ne tiennent pas compte des réalités africaines, conservation des données dans les tiroirs des décideurs. Dans ce cas, que faire? Eh ben, c'est une bonne question à se poser. Euh, est-ce que quelqu'un veut y répondre? Georges, tu veux y répondre, toi? On a déjà abordé largement ces questions. Je dirais simplement à Monsieur Chinde que je ne suis même pas sûr que les décideurs gardent dans leur tiroir les données, puisque, encore une fois, avec Stéphane, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il n'y a pas de données. Et à mon avis, c'est le principal enjeu aujourd'hui. Mais moi, pour répondre aussi à cette question, je reprendrai ce que tu as dit, Stéphane, sur le problème de la transition numérique. Il faut aider l'Afrique à la transition numérique et donc pour ça, investir, et aider peut-être les financeurs, les investisseurs à mettre l'argent là où il faut le mettre aujourd'hui en Afrique pour développer la transition numérique. Et bon, nous, on est engagés avec Convergence sur ce type d'ailleurs d'activité et on peut tout à fait en reparler.
Euh, Mais alors, si, je vois si que Jean, du coup, les questions viennent à la fin, mais c'est normal. Euh, Jean, tu as une question et je te reconnais bien là, puisque la formation, c'est un des sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé ensemble. La question de Jean, c'est quand vous parlez de formation, pouvez-vous expliciter comment et quel type de formation euh, et, 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 euh, et quels participants quand on parle donc de la formation en intelligence artificielle? Ça, Georges, c'est une question pour toi. Oui, ben, ce dont je parlais, c'est essentiellement l'utilisation de l'IA. Il faut absolument que dans les entreprises et aussi dans le cursus des étudiants, l'utilisation de l'IA. Alors, je ne parle pas de la partie informatique qui est un petit peu plus spéciale sur la partie élaboration des outils, mais dans les autres domaines l'utilisation de l'IA va devoir faire partie du cursus des étudiants, notamment des étudiants ingénieurs, mais aussi des étudiants en business. Et là, c'est un enjeu pour l'Afrique, puisque déjà, dans nos pays, on a quelquefois un peu de retard pour insérer ce genre de formation. Ben, en Afrique, il faut que véritablement, euh, il y ait très rapidement les formateurs, et former les formateurs et qu'on insère ce genre de formation dans le cursus. Quant aux adultes, ça c'est la formation continue dans les entreprises. C'est ben, Convergence va faire le nécessaire, n'est-ce pas, Jean-Pierre, pour former. Mais Gérard Aka, qui est là pour la FOPAO, je vais discuter avec lui. Je suis déjà intervenu au sein de la FOPAO. C'est clair que il faut faire ça à deux niveaux. Déjà, j'ai parlé tout à l'heure de la formation du rôle des organisations intermédiaires. Si les organisations intermédiaires n'ont pas la capacité de porter ce message auprès des entreprises, il y a peu de Ouais. chances pour que les entreprises le fassent rapidement. Voilà. Donc, c'est à la fois au niveau des organisations intermédiaires qui vont porter le message, qui vont faire la sensibilisation, voire la formation, et à la fois auprès des entreprises pour qu'elles insèrent rapidement cette IA dans la formation de leur personnel, parce que sinon, il va y avoir un rejet. Il va y avoir des pionniers qui Ouais, vont c'est faire clair, joujou dans leur coin, mais c'est les clair. autres vont s'y opposer, comme ça a été le cas avec l'Internet à un certain moment. Faut pas leur demander leur avis, il faut former les gens à ça, absolument. Je peux En tout vous cas, on mais se poser tient prêt, Et Jean-Pierre, il Georges, faut leur demander et leur avis, avec il faut nos les amis. convaincre qu'ils ont besoin. Il faut les convaincre qu'ils ont besoin de cette formation. Oui, non, mais bon, c'était un oui, mot. Jean-Pierre, En si, tout si cas, on tu se me tient prêt, permets Georges. un petit complément, euh, sur la pédagogie et l'enseignement de façon générale, c'est une vraie question parce que, euh, excepté les principales universités africaines qui ont un véritable corps professoral, les plus petites universités, souvent dans les villes de province, n'ont pas suffisamment de professeurs titulaires d'un doctorat euh, pour enseigner toutes les matières. Et donc, la plupart des intervenants, ce sont des assistants qui ne sont pas formés à la recherche. Euh, et ça, dans les disciplines classiques. Alors, si on vient avec des disciplines plus techniques, comme l'IA ou d'autres sujets, il y a une carence terrible en formateurs et on ne peut pas concentrer la formation sur ces sujets-là uniquement dans une université au détriment des autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très épineux pour lequel j'ai pas de solution non plus, mais c'est vraiment un vrai sujet très complexe et on ne peut, à mon sens, pas dévaloriser certaines universités par rapport à d'autres sur des formations sur des sujets aussi sensibles que ceux-là. Et Stéphane? enfin, Oui. pour terminer, pour répondre à Monsieur Chinde, qui a totalement raison, sans l'implication des décideurs, Bingo. on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, c'est peut-être eux qu'il faut sensibiliser et former dans un premier temps. C'était, c'était ce dont je parlais tout à l'heure. Effectivement, ces formations s'adressent d'abord et avant tout aux responsables d'entreprise. Et pour jeter encore une ombre sur ce qu'on dit, alors effectivement, la formation, au moins au premier niveau, peut se faire
notamment à travers Zoom, au moins sensibiliser, hein. Pas la formation technique, bien entendu. Mais euh, pour jeter une ombre là-dessus, ce que vous avez vu comme transparent, que je vous ai montré, viennent en partie d'un webinaire que j'ai fait pour le compte d'International Trade Center. Vous savez, c'est l'agence commune de l'ONU et de l'Organisation mondiale du commerce qui est à Genève, et je suis un de leurs experts. Et j'ai fait cette formation-là, ce webinaire, pour les organisations de support aux entreprises, en anglais et en français. Avec, bien entendu, on a invité des Africains anglophones et des Africains francophones pour la partie française. Nous avons eu 20 inscrits pour les francophones, 45 pour les anglophones. Voilà. C'est ridicule pour les francophones. C'est pour ça que je dis, je jette encore une ombre supplémentaire par rapport à ça. En tout cas, on se tient prêt pour les programmes de formation, Georges, avec nos amis et Jean, le moment venu. Puisqu'en pédagogie, on a quelques idées. Euh, J'aurais juste une petite dernière question. Quand on parle de formation, dans le domaine des entreprises, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait nécessaire de faire des formations par type de spécialité? Hein, vous avez parlé des vendeurs là tout à l'heure, mais par contre, moi je travaille sur tout ce qui est acheteur, et effectivement, on travaille avec l'IA. C'est quelque chose qui est très très important. Même en France, on a des problématiques de compréhension et de savoir utiliser l'IA dans le domaine des achats et des choses comme ça. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et moi, personnellement, j'ai un certain âge et je commence à m'intéresser à ça très, très sérieusement. Et je vois les possibilités que ça a, même en France. Donc, il y a quelque chose à faire. Je Vous faisais avez, partie. Je vais juste vous dire, vous avez parlé des formateurs. Il y a le Gabon qui est en recherche de formateurs. Mais c'est un projet qui date déjà depuis un an. C'est quelque chose, on est plusieurs dessus et on attend toujours les réponses. Voilà, tout simplement. alors, Et je vous suis avez, africain, donc voilà. Vous avez tout à fait raison, et je dirais même que moi qui n'ai pas un certain âge, mais un âge certain, euh, euh, oui, c'est un petit peu ce que j'avais fait dans le temps à la Chambre de Paris, quand on lançait la sensibilisation à l'Internet et au commerce électronique. Au début, on fait d'abord de la sensibilisation générale, notamment pour les chefs d'entreprise, sur les enjeux, etc. Et ensuite, on fait la déclinaison, effectivement. Comment utiliser l'IA en RH, comment utiliser l'IA pour la relation client, comment utiliser l'IA pour l'export, hein, comme vous avez vu mon petit slide, etc., etc. Vous avez tout à fait raison. Euh, il y a d'abord un gros râteau pour faire comprendre aux gens que l'IA, c'est important, mais en même temps de dédramatiser, de démystifier la chose, et en présentant les avantages et les inconvénients, hein, comme je disais toujours, hein, vous savez, si vous prenez une perceuse, c'est fait pour faire des trous, c'est pas fait pour faire de la mayonnaise, hein. Si vous essayez de faire de la mayonnaise, vous aurez des soucis. Et ensuite, si vous faites des trous, soit vous les faites bien, soit vous les faites pas bien et il vaut mieux replâtrer les choses, soit vous finissez à l'hôpital. Donc la question c'est à quoi ça sert et comment on s'en sert efficacement. Et vous avez tout à fait raison, le comment on s'en sert efficacement ensuite doit se décliner type d'activité par type d'activité. Merci pour cette réponse. Jean, Jean, on est prêt à y réfléchir et à aider le Gabon. Par ailleurs, le Gabon, nous, on connaît aussi sur d'autres sujets, donc on pourra en parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions que vous voulez faire maintenant? Alors, Monsieur Amadou Diané, vous posez la question, quel est le véritable frein? Bon, je pense on a peut-être déjà répondu, c'est peut-être pas assez de formation spécifique par type d'activité et pas assez de formateurs, en fait. Peut-être faire, d'ailleurs, les formations de formateurs, ça existe aussi et je pense que ça peut s'organiser. Le Euh, véritable, Jean-Pierre, merci. le véritable frein en entreprise, c'est comme disent les Chinois, le poisson commence à pourrir par la tête. Donc, c'est les managers, hein, c'est les décideurs qui sont souvent, excusez-moi, Jean et moi, on est
c'est souvent quand même des vieux schnocks euh, qui, euh, qui, qui ont peur de la technologie ou qui n'en voient que le fait que, ah, moi je fais de l'IA, donc c'est vachement bien, je peux me pavaner parce que je fais de l'IA, mais je n'en fais pas véritablement. Donc il y a à ce niveau-là. Et puis le deuxième niveau, c'est effectivement, c'est la peur du changement, c'est le fait que on a toujours fait comme ça et on continue à faire comme ça et que, bah, ma foi, changer, c'est pas évident, d'autant plus quand votre propre job est en cause. Et quand je faisais la comparaison entre les anglophones et les francophones, ce type de peur est beaucoup plus exacerbé chez les francophones que chez les anglophones. Mhm. Euh, Je dirais, soyons allô, convaincus qu'on ne va pas être remplacé par l'IA. allô? Par contre, on va peut-être être remplacé par celui qui maîtrise l'IA générative Absolument, notamment et qui sait bien s'en servir dans son métier. absolument, absolument. C'est une bonne Stéphane, réponse. Stéphane, Stéphane, Alors, quelqu'un veut Oui, Stéphane, intervenir? oui, Oui, Stéphane, oui, allez-y. Allez-y, oui, c'est allez-y. Arnaud. Arnaud, je voudrais, c'est Arnaud Tchinde depuis le Cameroun. Je voudrais juste faire une petite intervention par rapport à ce que Stéphane a dit tout à l'heure euh, sur le fait que les missions d'intelligence économique qui ont été faites en Afrique en utilisant les outils euh, ont parfois Allez à votre question, monsieur amené, Arnaud, s'il vous plaît, parce que le oui, temps nous est compté là. oui, 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 effectivement. Est-ce que vous vouliez par là dire que les conseils de ces consultants Utilisez le chat peut-être pour votre question parce qu'on n'a pas Oui, entendu là, malheureusement. j'ai compris hein, l'idée générale. Euh, mais je pense que oui, il y a beaucoup de conseils de consultants occidentaux notamment, ou en tout cas qui utilisent des outils développés dans les pays occidentaux, qui sont biaisés. Alors, ça ne veut pas dire que les conseils sont mauvais, mais ils sont biaisés. Ça veut dire qu'ils ne correspondent pas totalement je dirais, à la commande. Hein. Et donc, la réponse étant biaisée, elle paraît être la bonne réponse, mais ce n'est pas vraiment la bonne réponse. Et donc, ça peut permettre de prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes, tout simplement. Je Ok, voudrais vous merci. remercier tous. On va clôturer. Merci à tous. Merci au public. Merci Georges. Merci Stéphane pour votre présence et votre excellente contribution et très intéressante. Il y aura des suites à ce webinaire sur nos supports de communication et peut-être aussi sur des projets que nous allons engager, notamment sur le développement de compétences ou alors dans les usages de l'accompagnement des entreprises. Merci à tous et à très vite. Je mets fin maintenant au webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.